Bonjour à tous et je voudrais remercier les organisateurs et remercier le professeur Grégory Nénaud pour son invitation. Je suis donc Jiba Amraoui, je suis médecin anesthésiste à l'Institut du cancer de Montpellier depuis 2012. Et la pratique de l'hypnose a été, on va dire, brutale et accidentelle. J'ai été formée en 2011 au CHU de Nîmes où j'étais praticien hospitalier. Et en arrivant dans cette structure, la charge émotionnelle de l'oncologie a été très rude. Donc heureusement, j'avais cet outil dans ma caisse à outils d'anesthésiste et je l'ai sorti sur la demande des patientes et sur la demande du personnel. Alors, que dire des interventions non médicamenteuses? Eh bien, tout est dit sur cette diapo. Beaucoup de patients, actuellement, sur cette enquête d'opinion, montrent qu'on a intérêt à développer les interventions non médicamenteuses en complément des interventions standards. Alors pour ceux qui connaissent le bloc opératoire, savent très bien quelle est l'ambiance qui règne dans ce milieu. Ceux qui ne connaissent pas le bloc opératoire, sachez que c'est un milieu qui est très agressif de par ce qui se fait bien sûr dedans, l'ambiance, le bruit, les personnes qui y travaillent qui sont casquées, masquées, dont on voit très peu de choses. Et l'arrivée des patientes qui sont porteuses d'une néoplasie, en l'occurrence dans ce travail, donc du sein, est un moment extrêmement douloureux. Certaines ont eu le temps de faire la démarche d'assimiler la maladie. Et puis pour d'autres, c'est vraiment un moment qui va concrétiser la maladie cancéreuse. On vient enlever le sein, on vient enlever la tumeur. Et souvent, c'est un moment qui est extrêmement douloureux, la plupart du temps aussi pour le personnel soignant, car comme vous le savez, il y a beaucoup de femmes qui travaillent au bloc opératoire en tant qu'infirmières de bloc, infirmières anesthésistes. Et cette charge émotionnelle, cette identification à ces patientes est très très lourde. Donc, il est pertinent, voire obligatoire, de mettre en place une autre technique, une technique médicamenteuse pour pallier à cette prise en charge, à cet accueil des patientes. On a regardé un petit peu autour sur la littérature à l'époque où on avait démarré cette étude. On a trouvé l'étude de Montgomery qui avait préparé les patientes en préopératoire de la chirurgie. Montgomery est un psychologue américain. Il avait préparé, donc randomisé 2 groupes de patientes, un groupe sans préparation, à qui il faisait juste de la conversation, et un autre groupe à qui il faisait une séance d'hypnose de 15 minutes, et ensuite il les envoyait au bloc opératoire, et l'anesthésiste qui les avait en charge était aveugle de ce qu'elles avaient reçu. Et il avait retrouvé qu'il y avait une diminution de la douleur post-opératoire, une diminution de la consommation de drogues anesthésiques, et des effets indésirables liés à l'anesthésie, comme les nausées, vomissements post-opératoires. Et comme on est aux États-Unis et que tout est payant, les frais dus à cette chirurgie étaient diminués dans le groupe hypnose. Le biais de son travail, c'est que les évaluations ont été faites par les psychologues qui avaient fait cette séance d'hypnose. Donc, nous avons fait quelques séances d'hypnose un peu comme ça, sans que ça soit formalisé, sur une demande donc des patientes, une demande des infirmières. Et quand on a vu le bénéfice apporté à ces patientes en salle de réveil, la question ne se posait plus. Donc, nous avons construit un essai pour évaluer comme objectif principal qu'on s'était dit au départ la douleur post-opératoire, et comme objectif secondaire, les effets indésirables liés à l'anesthésie, évaluer la consommation de drogues anesthésiques utilisées à l'induction, parce que plus les patientes sont anxieuses, plus l'anesthésie est lourde et difficile. Donc, on voulait évaluer ça. La durée de séjour en salle de réveil
après la chirurgie. C'est un paramètre qui est très important chez nous en anesthésie parce qu'actuellement, on est en train d'évoluer pour diminuer ce temps de passage en SSPI. Et puis, bien sûr, la satisfaction des patientes. Donc, nous avons construit un essai prospectif, randomisé, multicentrique, où la patiente était aveugle de l'accueil qu'elle devait avoir. Elle devait juste signer un consentement qui disait qu'elle pouvait avoir une séance d'hypnose ou qu'elle ne pouvait pas avoir de séance d'hypnose. Nous avons intégré 4 centres sur Montpellier, Marseille et Nîmes et Rennes. Nous avons inclus donc 150 patientes, 75 dans chaque bras, et la période d'inclusion était de 18 mois. Les critères d'inclusion sont ceux qui sont cités. Nous avions retenu essentiellement une chirurgie mammaire mineure, c'est-à-dire tout ce qui était tumorectomie ou quadrantectomie avec un ganglion sentinelle. Les mastectomies n'étaient pas retenues parce qu'étant une chirurgie plus lourde. Nous avions retenu que les indications de néoplasie. Et pour l'hospitalisation, c'était uniquement les patientes hospitalisées en chirurgie ambulatoire ou alors qui sortaient à J1 parce que l'organisation logistique ne leur permettait pas de rentrer chez elles le soir. Les critères d'exclusion sont les patientes qui ont de très lourdes comorbidités, donc supérieures à ASA4, les patientes qui refusent l'hypnose, qui ont déjà eu une expérience sous hypnose ou qui sont connues pour être porteuses de douleurs chroniques ou somorphiniques au long cours. Pour le protocole de l'anesthésie générale, donc il était construit exactement pareil dans les 2 groupes. Nous avions contre-indiqué tout geste de loco-régional sur le sein comme infiltration au bloc pour pouvoir avoir un groupe homogène. Et le dispositif des voies aériennes, c'est-à-dire intubation ou masque laryngé, était laissé au choix du clinicien. Pour tout le reste, nous avions demandé de respecter les recommandations de la Société française d'anesthésie, en tout cas sur les prophylaxies de nausées et vomissements, sur les antalgiques qui étaient tous autorisés, et les cétrons, qui est une molécule qu'on donnait pour les nausées et vomissements, mais uniquement curatifs. En ce qui concerne la séance d'hypnose, celle-ci était effectuée quand la patiente arrivait en salle d'intervention chirurgicale, donc juste avant l'induction pharmacologique, pendant son installation, pendant sa préparation et sa perfusion. La durée maximale était limitée à 15 minutes. Elle était effectuée soit par le médecin anesthésiste, soit par l'infirmière anesthésiste qui était formée à cette pratique. Sur les 4 centres, bien sûr, nous n'avions pas tous la même compétence, ni la même expertise, ni la même formation. Et il était demandé au médecin ou à l'infirmière de faire une séance qui était spécifique, donc qui était adaptée à chaque patient. Nous faisions donc une réassociation systématique en salle de réveil. Voici comment se passait la procédure. Donc, une fois que la patiente était accueillie en salle d'intervention, donc elle est dans une conscience critique. Au cours de cette conscience critique, nous allons l'interroger sur ce qu'elle aime faire, ses activités de loisirs, son lieu de sécurité. Et une fois recueillie, on va continuer à discuter sur un mode hypnotique. Et la patiente, donc ne sachant pas si elle est intégrée dans le programme hypnose ou pas, a le choix, selon sa motivation, sa coopération et sa confiance au médecin ou à l'infirmière qui est avec elle, d'adhérer ou de ne pas adhérer. Donc en rose, c'est le couloir en fait de l'hypnose conversationnelle qu'on utilise régulièrement au bloc opératoire. Et si elle adhère, eh bien, elle va s'approfondir d'elle-même en allant sur une conscience hypnotique. Si elle n'a pas envie du tout d'adhérer, elle va rester sur une conscience critique. Et si elle adhère moyennement, elle sera uniquement dans l'hypnose conversationnelle.
Alors, donc les précautions qui ont été prises, c'est que dans le groupe hypnose, on a mis une équipe qui était formée à cette pratique, à l'hypnose. Dans le groupe contrôle, on avait demandé que les équipes qui gèrent ce groupe ne soient pas formées à l'hypnose ni à une autre technique de communication. Les évaluations ont été faites au bloc opératoire par un infirmier qui était aveugle de la technique qui avait été mise en place. Et à la sortie des patientes, c'était une attachée de recherche qui avait le cahier à remplir. Les évaluations ont été faites par des EVA allant de 0 à 10. Nous avons eu les accords donc, du CPPRB, comme vous le voyez, et nous avons fini nos inclusions courant avril 2016 avec une courbe d'inclusion qui était relativement satisfaisante. Donc nous avons inclus 150 patientes, 73 étaient dans le groupe contrôle et 77 dans le groupe hypnose. Et nous avons perdu 2 patientes parce qu'elles ne rentraient pas dans le cadre, soit par la chirurgie, soit sur des problèmes de critères d'inclusion. Donc 71 ont été analysées dans le groupe contrôle et 77 dans le groupe hypnose. Quand on analyse sur les critères purement démographiques, nos groupes de patients sont totalement homogènes. Sur la stratification par centre, également, on a une bonne homogénéité. Sur les critères de sévérité ASA pour l'anesthésie et le score d'Apfel, qui est le score sur prédictif des nausées-vomissements, on est exactement pareil dans les 2 groupes. Donc le premier résultat est le suivant, c'est que la durée médiane de la séance d'hypnose avant l'induction était de 6 minutes. Ce temps n'a pas impacté du tout la durée opératoire, parce que dans le groupe contrôle, il est, vous voyez, de 50 minutes, et dans le groupe hypnose, idem. Donc il n'y a pas du tout de différence significative. Sur notre paramètre de jugement primaire, qui était la douleur post-opératoire évaluée en SSPI, nous n'avons pas de bons résultats sur l'hypnose, comme vous pouvez le voir. C'est pas en faveur de l'hypnose. On a 2 pour le bras contrôle et 3 de VA pour le groupe hypnose, et c'est significativement différent. Est-ce que cette douleur post-opératoire en salle de réveil a une traduction ? En termes de pénibilité, il n'y a aucune différence entre les 2 groupes. On a regardé le côté désagréable, acceptable, il n'y a absolument aucune différence. Est-ce que cette douleur est associée à une surconsommation de morphiniques donc puissants comme la morphine ou la kétamine? Eh bien, il n'y a aucune différence, qu'on soit dans le groupe hypnose ou dans le groupe contrôle. Quand on regarde les doses de drogue utilisées pour induire l'anesthésie générale, là, on a une bonne différence qui est significative en faveur de l'hypnose. Donc, on fait une épargne morphinique, ce qui est très intéressant pour nous actuellement, et on fait une nette diminution des doses de propofol. Sur le choix du dispositif des voies aériennes, quand le clinicien pouvait choisir soit un dispositif invasif comme une intubation ou un dispositif non invasif comme un masque laryngé, eh bien l'hypnose était plutôt en faveur du choix de non invasif. Quand on regarde la durée de séjour en salle de réveil, dans le groupe hypnose, il reste un quart d'heure de moins que dans le groupe contrôle. Et dans le questionnaire, il était demandé aux patientes, comme elles étaient en aveugle, de voir si elles savaient, si elles pensaient avoir eu de l'hypnose ou pas. On trouve que dans chaque groupe, il y a un quart qui se trompe. Un quart pour le groupe contrôle et un quart dans le groupe hypnose. Alors pourquoi cette différence ? Eh bien, on pense qu'elle est donc multifactorielle. D'abord, il y a eu cette information qui a été donnée aux patientes
et on parlait de l'hypnose. Donc il y a déjà un effet de suggestion et certaines patientes, rien que le fait de savoir qu'on leur parle gentiment, qu'on les accueille, ont dû penser qu'elles bénéficiaient de l'hypnose. L'autre paramètre, c'est que les patients en général ne savent pas du tout ce que c'est que l'hypnose, ils sont restés sur l'hypnose-spectacle et donc quand on leur parle, ils n'ont pas du tout l'impression que c'est de l'hypnose qu'on est en train de leur faire. Et un autre paramètre qui est important également, c'est qu'en cours de pratique, il y a une espèce de contamination qui est plutôt positive, on va dire, mais qui ne l'est pas dans notre essai, des autres collègues et confrères qui se sont imbibés un peu des modalités de communication et qui ont amélioré aussi leur manière d'accueillir et de parler aux patientes. Et puis peut-être aussi, l'autre paramètre, c'est qu'on a vu qu'il y avait des cliniciens qui faisaient une séance très courte de 2 minutes. Donc 2 minutes, peut-être que ce n'est pas assez crédible pour un patient, ni d'avoir assez d'efficacité. Sur le paramètre anxiété, donc quand on reste sur les bras simples, hypnose versus contrôle, pas de différence. En revanche, quand on regroupe les patients qui ont perçu versus ceux qui n'ont pas perçu, on a une significativité sur l'anxiété à J1 et à J0, qui ne persiste pas à J7 et à J30. Sur le confort et le bien-être, c'est pareil, on a une différence significative dans le groupe perçu versus dans le groupe non perçu, qui existe à J0 et à J1 et qui disparaît à J7 et à J30. Sur la fatigue, on a un bénéfice également de l'hypnose, pareil, un J0, J1, et qui n'est pas du tout rémanent dans le temps. Donc, les biais et limites de ce travail, c'est qu'on a pris une chirurgie qui est globalement peu douloureuse en salle de réveil du fait de l'analgésie multimodale, puisque les EVA, globalement, sont faibles, sont inférieurs à 4 dans toute la population étudiée. L'autre biais important, c'est que dans le groupe contrôle, les cliniciens ne pratiquant pas d'hypnose ont moyennement respecté les recommandations en donnant un peu plus de droléptan, un peu plus de dexaméthasone et plus de morphinique. Donc le groupe contrôle, il est un peu faussé. Et du fait aussi de cette contamination, comme je vous en ai parlé. Le choix d'avoir mis de l'aveugle aussi peut-être a masqué partiellement le bénéfice de la suggestion en rapport avec l'hypnose, comme pour toute thérapeutique. Quand on a posé la question aux patientes sur la satisfaction, là, il n'y a aucun doute, et ça rejoint un peu tout ce qui a été dit, c'est qu'il y a une grande satisfaction des patientes à bénéficier de cette hypnose au regard d'une prise en charge standard. Donc, en conclusion, si au bloc opératoire, pour ce type de chirurgie, on prend le temps de faire 6 minutes d'hypnose avant l'induction anesthésique, on va constater une diminution des drogues telles que le propofol ou d'autres hypnotiques. On va faire une épargne morphinique. On va diminuer la durée de séjour en salle de réveil. L'analgésie, la douleur est suffisamment bien gérée, en tout cas dans ce travail, par l'analgésie multimodale qui est bien faite. À J0, J1, on va diminuer la fatigue, l'anxiété et on améliore la satisfaction. En revanche, ces effets ne sont pas rémanents dans le temps. Les perspectives de ce travail, c'est une donnée importante, mais qui n'avait pas été screenée pendant l'étude, c'est le personnel soignant. Au bloc opératoire, pendant qu'on faisait ces hypnoses à l'induction, on a constaté un apaisement au niveau des salles d'intervention, un personnel qui était favorablement, qui était satisfait de cette prise en charge et qui ne demandait qu'à en bénéficier un peu plus pour apaiser un petit peu l'ambiance et permettre une meilleure qualité de vie au travail. Et donc, je pense que ça serait un bon paramètre à évaluer plus tard. Je vous remercie de votre attention.